Cabinet médical, bonjour. Mais ce ne sera pas possible chez nous, ils sont trop saturés, donc il faut appeler d'autres cabinets médicaux, malheureusement. Je sais que c'est compliqué, mais il faut appeler, même s'éloigner un petit peu, malheureusement, on n'a pas de liste en particulier. Bon courage, bonne fin de journée, madame. Au revoir. Entrez, asseyez-vous. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui? Comme vous allez partir, je vais essayer d'avoir, si vous voulez, des ordonnances pour mon mari. Et puis j'ai des problèmes de, comment on dit, de tachycardie, je pense, j'ai mon cœur qui s'emballe rapidement et je voudrais avoir, si c'est possible, une ordonnance pour aller il faut déjà voir un que cardiologue. il faut déjà que je vous examine, voir si ça se révèle. Ouais. À quel moment ça vous arrive, tout ça? Là, en ce moment, là. C'est l'émotion? Oui, certainement. Non, mais il n'y a pas que ça. Non. J'ai perdu récemment une amie, donc oui. ça contribue aussi beaucoup. Oui. Vous avez été un peu stressée par cette situation. Oui. Ouais. Oui. Et c'est arrivé brutalement? Oui. Ça fait 2-3 mois, à peu près. Oui. Voilà. D'accord, mais c'est depuis cet événement? Oui. Quand même. Avant, vous n'aviez pas ça du tout. Je ne vous connais pas comme ça. Non. Pas du tout. Non. Bon, vous allez peut-être vous allonger et puis qu'on voit tout ça. Ok, ça marche. Les jambes ne gonflent pas, vous n'êtes pas essoufflé non plus. Les poumons sont clairs. Et vous avez essayé de prendre quelque chose pour calmer un petit peu ces... Est-ce que vous avez l'impression d'avoir des angoisses ou d'être d'avoir un peu la boule dans la gorge, d'être un peu oppressé? Oui. Si c'était quelqu'un de proche, effectivement, c'est pas facile. Très proche, oui. Bon, là, votre cœur est très régulier. Il n'est pas particulièrement rapide. Et dans la tête. Oui, voilà. C'est ça. Ça, c'est peut-être lié à ça. Moi, je pense que c'est lié à ça. On ne s'empêche pas de faire un bilan cardio parce que vous avez l'âge et que vous n'en avez jamais fait. Non, jamais. C'est sûr. Non, jamais. Après, quand le cardiologue va vous voir, s'il ne tombe pas au moment d'une crise de tachycardie, il vous posera peut-être un holter à ce moment-là, ECG, pour voir si ça se reproduit sur 24 heures. Okay. On a le temps d'avoir un rendez-vous, ça va faire un certain temps. Oui. Ou faire un petit courrier. Oui, ça serait bien. Oui. Et oui, malheureusement, ça sera ma dernière consultation puisque Madame Père, le docteur Père part en retraite et ça fait 40 ans que je consulte. Qu'on se connaît. Voilà. Et je suis un petit peu émue et triste. Vous arrêtez quand exactement? Le 30 juin. Le 30 juin, oui. D'accord. Il faut bien mettre une date, parce que oui, sinon... non, je sais bien. Je suis tout à fait consciente. Et puis, surtout, profiter pleinement. Je suis en la retraite. C'est le pied. C'est le pied. Oui, je sais, puis c'est en retraite aussi. Vous voulez faire sans contact devant, c'est bon. Vous voulez un ticket de carte bleue, madame? Non, c'est bon. Bon, écoutez, au revoir, docteur. Et puis, oui, on se croisera. Oui, de toute façon. Oui, des fois dans les courses, etc. En faisant des courses. Voilà. Bien. 40 ans que je connais cette personne. Bon, elle a traversé des périodes assez difficiles et je pense que oui, bien sûr. Je suis toujours très touchée. Il y a des gens qui viennent, on a l'impression que bon, ça glisse, ils vont changer de médecin, c'est pas grave. Mais bon, les gens que j'ai connus les enfants, j'ai connu la famille. Oui, c'est vrai. C'est valorisant aussi quelque part. On se dit qu'on a quand même servi à quelque chose pendant ces 40 années. Voilà. Il y a, comment on dit, une affinité qui se crée en 40 ans. Et elle connaît tous mes petits bobos, tous mes petits soucis. Et c'est important de pouvoir partager ça, de pouvoir expliquer à un médecin qui est le seul qui puisse être à l'écoute et vous aider éventuellement. Voilà. J'ai pas retardé le départ. En fait, ça fait longtemps que j'espère que quelqu'un vienne. C'est pour ça que j'ai formé des internes aussi en me disant il y en a bien dans le tas qui va s'intéresser au cabinet ou qui va vouloir prendre ma succession. Donc j'ai
Ça n'a pas retardé mon départ. Non, non, pas du tout. Pas du tout. Je pourrais continuer 3 ans encore si je veux. Mais à ce moment-là, on s'arrête jamais. Et puis, le temps qu'un interne se décide, il faudra des années encore, je pense, malheureusement. On n'est pas là pour faire des horaires de bureau, c'est pas possible du tout. Hein, on s'est plus dévoué pour notre travail que pour les loisirs. Ça n'empêchait pas d'en prendre. Hein. Je pense on en a bien profité aussi. Enfin, faut pas non plus stigmatiser, je trouve, le problème. Pas comme ça, non, pas du tout. Des petites crises de tachycardie. On a à l'entrée. Un médecin de famille comme Madame Père qui part en retraite, c'est un trou dans le paysage. Et ces patients ont beaucoup de mal à trouver un autre médecin, d'une part, et ils vont trouver un médecin peut-être un petit peu différent, en ce sens que c'est un médecin qui va être obligé de traiter plus de patients, donc il y aura moins de temps pour chaque patient. Et peut-être qu'on va s'éloigner de cette notion de médecin de famille pour revenir sur la notion de médecin traitant. Et donc, il y a une dilution de cette attention et de cet investissement. Et là, vous partez bientôt. Ben oui, vous le savez, 30 juin. C'est écrit partout dans la salle d'attente, personne ne lit. C'est pas possible. Oui, non. Et puis je vous l'ai déjà dit, Madame Desglans. C'est pas nouveau. Hein. Ben oui, je peux pas continuer par petites bribes, c'est pas possible. Faut mettre une fin de toute façon. Et mais j'ai vu plusieurs fois mes internes, oui, tout à fait, mais qui malheureusement, non, ne restent pas, quoi. Oui, elles ne restent pas, non. Il ou elle, de toute façon. Oui, dommage. On propose, on a tout à proposer, c'est magnifique, mais voilà. C'est vrai que j'aimerais bien avoir quelqu'un de remplacement, mais je ne sais pas comment je vais faire, ni ce que je vais devenir. C'est vrai que quand on n'est pas tout jeune et qu'on n'est pas forcément bien dans sa tête non plus, il est vrai que, oui, Madame Père, elle faisait partie de la famille. Et pratiquement, oui, mes filles, c'est ce qu'elles me disent parfois. Oui, c'est vrai. Oui. Parce que, oui, vous avez eu Sophie, tout ça. Oui, c'est tout à fait. Hein. Forcément, donc, 40 ans, ça devant, si vous voulez. Non, pardon, je vous en prie, excusez-moi. Oui, c'est vrai que, oui. Tout ce... C'est comme ça, la vie qui continue. La vie qui continue, exactement. Bonne journée à vous. Et puis, bonne retraite. Merci. Oui. Au revoir, Madame Desglans. Allez, bon courage à vous. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Le problème date d'il y a 30 ans. On n'a pas anticipé, effectivement, et qu'il fallait peut-être prévoir que, justement, la pyramide des âges allait se rétrécir. On est tous en haut, en train de se demander qui va prendre la suite. Et effectivement, c'était prévisible il y a 30 ans, ça. Et même il y a 10 ans, d'ailleurs. Mais il aurait fallu anticiper et peut-être, former plus de médecins, c'est sûr. Je pense que le fait de faire un numerus clausus, c'était un peu idiot. Hein, mais ça correspond à une époque aussi où il y avait suffisamment de médecins, mais ils avaient peur qu'on leur prenne leur patientèle. Quand je suis arrivée à Romorantin, j'ai été la seule femme généraliste, la première. Donc, face à une cohorte d'hommes médecins, il a fallu faire un peu sa place. Parce qu'on sentait que, voilà, qu'est-ce que tu viens faire là, petite femme généraliste, voilà. Mais tout arrêter, oui, c'est difficile. Je pense que c'est difficile. C'est difficile. Je pense que je vais déjà vivre autrement, moins de contraintes, déjà. Bon, puis après, j'ai la chance d'avoir une chouette maison, un jardin. Bon, mon mari va s'arrêter en même temps que moi, donc déjà, on est quand même deux à s'arrêter.
on va se balader et on a la chance d'avoir une petite maison en Bretagne, donc on va aller pas mal en Bretagne aussi, je pense. Rencontrer d'autres gens aussi. Voilà. La désertification médicale n'est pas nouvelle. Ça fait des années que l'on en parle et c'est dommage d'avoir perdu quelques années par rapport à cette désertification médicale. Bonjour André. Bonjour, j'arrive du pôle santé. Là, je suis allé relever les compteurs pour la région pour toucher les primes qui vont arriver. Oui. Et en plus, les patients, ils ont leur professionnel de santé à proximité, peuvent y aller à pied. En janvier 2018, j'ai annoncé lors des vœux à la population que nous avions un projet de construction de pôle de santé. En fait, c'était le moment où je rencontrais une grande partie des Christophoriens sur un moment de convivialité et je voulais voir le retour. Et les Christophoriens et Christophoriennes m'ont suivi complètement par rapport à ce projet de santé. On n'a pas eu trop le choix. Si on voulait un médecin, il fallait des locaux et trouver un médecin. C'est vrai que d'avoir M. Lascaux à côté de moi, ça n'a fait que renforcer mon projet de construction d'un pôle santé et surtout de rendre attractif Saint-Christophe pour les professionnels de santé. Sachant qu'on était tous les deux des professionnels de santé et on savait cruellement que les personnes qui habitaient sur nos territoires avaient besoin d'un médecin et en particulier sur le territoire communal parce que M. Lascaux n'avait pas trouvé de médecin, donc il fallait absolument trouver une solution. Et trouver des médecins en France, ça devient très compliqué. On regarde un petit peu. Il y a la toux toujours, hein? La toux. Oui. Et l'essoufflement dès que je fais Quelques efforts. quelques efforts. Mais bon, après on va regarder. Si vous me permettez, je vais lever ça. Alors moi, je suis très heureuse de l'avoir trouvée parce que, bon, comme je le dis, elle est très à l'écoute. Hein, et quand on lui explique, vraiment, elle prend les choses à cœur. Elle va pas... Donc c'est vrai que je suis très heureuse d'avoir trouvé le docteur Chaparro. J'ai quitté l'Espagne, c'est plutôt pour gagner un petit peu la qualité de vie. Pourquoi? Parce que j'ai travaillé beaucoup les soirs, les week-ends, les fériés, les jours fériés, des choses comme ça. Et je me suis dit, bon, peut-être il faut chercher autre chose pour gérer un petit peu le temps. Mais bon, je suis venue ici, mais bon, la chose, c'était différent. Oui, c'est vrai, mais j'ai pu gérer mon temps. Le docteur Chaparro cherchait à rentrer en France parce que sa conjointe est française, d'origine française. Elles sont venues spécialement d'Espagne pour rencontrer les différentes collectivités. Et nous avons fait une première rencontre avec le docteur Chaparro. Et je dirais que ça a tilté. Nous avons beaucoup échangé l'une et l'autre. Et quelque part, une confiance s'est installée entre nous. Je lui ai fait découvrir Saint-Christophe, les avantages de Saint-Christophe. Donc, en fait, je lui ai présenté à la fois les avantages et les désavantages. Mais j'étais à Barcelone, vous pouvez imaginer combien d'habitants, c'est très chargé. Mais après, je me rapprochais un petit peu plus à la frontière. J'étais à Gérone. Et ça, c'était en Espagne, la campagne, mais c'était la campagne de 25 000 habitants. C'est pas comme ici, c'est pas la même, c'est pas le même concept qu'ici la campagne, mais bon. Et je les remercie quelque part de me faire confiance et de s'appuyer sur moi. Ici, vraiment, j'ai trouvé des personnes vraiment charmantes. Et pour ça a déjà mérité. On s'est installé ici dans la région, c'est elle qui nous a pris la première. Mais elle prenait pas de nouveaux patients, mais elle prenait des dépannages.
c'est important d'avoir un médecin. Parce qu'on ne sait pas à quel moment. Regardez, il a à peine 4 mois. Et il est tombé malade et on appelle notre médecin à nous traitant, il ne répond pas. Donc c'est important d'avoir des médecins à portée de main. Cléa, bonjour. Bonjour, bonjour. Et lui, ça va? Lui, ça va. Bon, magnifique. Pour l'instant. Pour l'instant, oui. Mais qu'est-ce que tu fais? Laisse les gars, mon Dieu. Oh là là. Mais bon. Qu'est-ce qui s'est passé avec Cléa? Alors Cléa, elle a commencé à me dire qu'elle avait mal aux oreilles lundi soir et puis hier matin. Donc du coup, j'ai appelé comme c'était encore léger et puis ça se calmait avec le Doliprane. Je dis bon, c'est bon, on va c'est attendre bon, demain. bon signe. Mais du coup, elle n'a pas été à la piscine hier parce que comme elle est normalement en piscine, je dis on prend pas le risque. Si, voilà. Cléa, tu n'as pas eu de fièvre? Non, mais elle a rarement de la fièvre. C'est simplement des gènes ou des douleurs, vraiment? Bah, j'ai mal au nez. Pas grand-chose, hein? Bon, on regarde. Là, tu peux me mettre. Non, elle va là-bas. Toi, tu vas poser. Ah, c'est toi. On regarde un petit peu la gauche, mon corps. Un petit peu rouge, mais ça va. On va jeter ça. Et on regarde ici. Tu as des bobos ici? Ou c'est de l'autre côté? C'est surtout de l'autre côté. Ça va. C'est pas un problème encore. Et ça, il y a des glaires, mais pas petites, hein? Beaucoup de glaires, hein? Mais c'est des douleurs. Alors il y a un peu tout, hein. Faut faire attention, mais Je viens de la région parisienne et j'avais besoin de trouver un médecin. Et en fait, c'est des amis qui sont déjà arrivés dans la région depuis environ 1 an qui m'ont dit on connaît le docteur Chaparro, si tu veux. Voilà, on peut te mettre en lien avec elle pour trouver un nouveau médecin traitant parce que moi j'habite à Château et sur l'appli Doctolib, en cherchant, il n'y avait aucun médecin proposé. Mais comment est-ce que vous voulez attirer des médecins étrangers si vous ne donnez pas de soutien? Comment est-ce qu'on va deviner le système? C'est impossible. C'est impossible. Et pour attirer des médecins, il faut donner un soutien. Ces médecins à diplôme étranger qui exercent en France sont très précieux parce qu'ils bouchent les trous dans le paysage de manière très efficace. La barrière de la langue peut être une difficulté dans les premiers mois, mais elle est très vite estompée aussi. Les gens font des efforts énormes pour rapidement parler français. Nous, au Conseil de l'Ordre, on est chargé de vérifier tout ce qui est diplôme, compétences et maîtrise de la langue, et on a peu de difficultés. J'ai essayé de faire beaucoup de choses avant de venir, des cours particuliers, beaucoup de cours avant d'arriver ici, parce que c'est nécessaire de nous faire comprendre et bien comprendre, parce que ça, c'est beaucoup de responsabilités. C'est pas un problème. Tac, tac, tac. Ça, c'est pour vous. Nickel. Et je vous donne. Comme toujours. C'est lui comme toujours. Hein? Oui, après, ça traîne dans la voiture, mais bon. Ah ouais, tous les deux. Dans ma poche avec les choux. Ah bon. J'essaie de faire les choses un petit peu faciles pour eux aussi, parce que c'est pas facile d'arriver à avoir des rendez-vous. Il y a parfois des choses comme petits urgences ou des choses de contrôle, je profite, et comme ça, c'est plutôt pratique pour moi et pour les patients aussi, je pense. Mais bon, à la prochaine. Tac. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci à vous. Au revoir. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Ça va? Ça va aussi. Je vous écoute. Comment est-ce que je peux vous aider? Alors, du coup, c'était lundi. J'ai fait une crise de migraine et de céphalie. D'accord. Du coup, j'ai pas pu aller au travail. D'accord. D'accord. Et nous devons faire l'arrêt de travail, j'imagine.
Oui. Maintenant, ça va mieux pour la migraine? Hier encore un peu, mais ça va mieux. Ça va mieux. Ça n'a pas duré longtemps ce coup-ci. D'accord. Qu'est-ce que vous utilisez de manière normale pour les traitements, pour la douleur? Qu'est-ce que vous... Alors moi, j'avoue que j'ai jamais testé cette approche de la visio. Je préfère quand même avoir une personne physique, enfin, surtout quand il faut montrer des choses. Je comprends, enfin, à travers un écran, ça me semble un peu compliqué de, bah voilà, de pouvoir avoir un vrai échange constructif avec un médecin, surtout voilà, quand c'est des choses qu'on connaît pas. Vaut mieux une personne physique plutôt qu'un écran, clairement. Bonne journée et on reste en contact, d'accord? Merci. Bonne Au journée. revoir, madame. Au revoir. Maintenant, c'était un arrêt de travail, c'était de lundi. Hein? C'était pour justifier son absence, c'était pour une chose connue, c'était la migraine. Elle ne doit pas se déplacer, elle ne doit pas perdre de temps. Et ça, c'est 5 minutes, il s'est fait. Tac, tac. Tout va bien pour vous? Oui. Pas de souci de santé. C'est quel sport que vous devez faire? Équitation. Ah, magnifique, hein? Intéressant. Mais bon, on regarde un petit peu, on va faire un petit peu l'auscultation, tout ça. Hein? Puis on va mesurer un petit peu la tension. Mais normalement, il n'y a pas de problème, non? Normalement, non. Pas à ma connaissance. Un véritable parcours du combattant que de monter ce projet. Il fallait y croire. J'ai eu parfois des doutes, parfois des peurs. Et franchement, je me suis battue et je me bats encore par rapport à ce pôle santé. Parce que je souhaite que les professionnels restent. Mais il faut tout faire pour qu'ils restent. J'ai signé un contrat pendant 5 ans. 5 ans, 6 ans. Ça, c'est la vérité. Mais c'est vrai aussi que je viens d'acheter une maison. Ça veut dire que je vais rester un petit peu plus de temps. Mais tout change si vraiment je suis très isolée, si je suis très débordée, il n'y a pas de soutien. Alors, le problème de ces accompagnements, c'est que c'est des finances et qu'il y a parfois une espèce de course à l'échalote entre des communes, entre des communautés de communes, entre des départements pour attirer le plus possible de médecins. Et là, ça devient totalement délétère. Donc, il faut qu'il y ait un accompagnement, mais il faut qu'il soit d'une part raisonnable et d'autre part juste. On a fait le choix d'installer une borne de téléconsultation ou télémédecine. Donc ça s'est fait à l'automne 2022 parce que ça faisait un moment qu'on y pensait. On avait la demande régulièrement de la part de patients qui n'avaient pas ou plus de médecins traitants. Alors, la première étape pour pouvoir faire une téléconsultation, c'est d'avoir créé son compte. Si ce n'est pas le cas, on le fait en accompagnant le patient si voilà, il n'est pas à l'aise forcément avec les outils informatiques. Avec la carte vitale, il a déjà toutes les informations préenregistrées, donc il y a juste à vérifier en fait que les informations sont correctes. Ensuite, la machine, comme vous n'avez pas encore le médecin, pour vous orienter vers le bon praticien, va vous poser des questions. Le motif de la consultation d'abord, donc vous avez différentes choses, ça peut être des allergies, des brûlures, des cystites, des douleurs respiratoires, vraiment tout un tas de choses. Donc il y a juste à faire défiler le menu déroulant pour trouver le motif de la consultation. Tout ça dans le but en fait de transmettre les informations au médecin sur lequel vous allez tomber. Et quand le médecin apparaît, donc vous pouvez lui communiquer avec lui très facilement avec le casque. Il vous voit avec la petite caméra et vous le voyez aussi. Mais ça peut très bien être un médecin qui est à Paris comme un médecin qui est à Nice. Et il a tout un tas d'outils connectés à sa disposition qui lui permet en fait de vraiment faire une vraie consultation. Vous allez avoir les tensiomètres, vous allez avoir un oxymètre pour regarder l'oxygène dans le sang, vous avez des otoscopes pour regarder l'intérieur des oreilles,
Il y a un stéthoscope qui va permettre de regarder tout ce qui est au niveau cardiaque. Et enfin, on a un thermomètre. Donc avec tout ça, on est quand même assez bien équipé. Ça faisait un moment qu'on y pensait, on avait la demande régulièrement de la part de patients qui n'avaient pas ou plus de médecins traitants. Ce qui nous a vraiment décidé, c'est quand on a reçu en fait des messages de la part de l'ARS qui encourageait fortement les pharmacies à mettre en place une borne de téléconsultation justement pour pallier à ce problème de déserts médicaux et de manque de médecins sur le territoire. Le Conseil de l'ordre national a édité d'ailleurs des documents sur les dérives des téléconsultations. Les caisses d'assurance maladie, l'ARS et le ministère de la Santé tardent un peu, et même beaucoup, je trouve, à éditer un cadre très rigide qui enlève de ce paysage tout ce qui est très commercial et qui n'est que commercial et qui ne rend pas de service aux patients, voire même le dessert, et qui coûte très très cher à la sécurité sociale. Mais on va être clair aujourd'hui, notre démarche, elle n'est absolument pas commerciale et lucrative. Ça nous coûte de l'argent plus que ça ne nous en rapporte. C'est vraiment une démarche qu'on a fait pour nos patients. Alors c'est certain que les médecins aujourd'hui, surtout en campagne, ils ont à gérer énormément de consultations qui n'auraient pas lieu d'être, que ce soit les médecins de famille ou dans les urgences. Pour tout ce qui concerne la bobologie, vraiment des petites pathologies simples, est-ce que ça ne pourrait pas être coordonné avec des pharmaciens, des infirmiers, avec le médecin tous ensemble pour qu'on puisse trouver des solutions sans passer par la case médecin? Je pense que c'est des pistes à creuser. Ça se fait déjà beaucoup en Amérique du Nord. Les infirmiers et les pharmaciens peuvent prescrire des médicaments pour des choses vraiment très simples. La borne, c'est vraiment quelque chose qui va être là pour assister le médecin généraliste, assister les autres praticiens, que ce soit les infirmiers, les médecins, les pharmaciens, dans des zones de désertification médicale. Mais ça ne peut pas remplacer un médecin traitant. La borne, c'est très bien, mais ce n'est pas un médecin traitant. Cabinet médical, bonjour. Bonjour. Mais ce ne sera pas possible chez nous, ils sont trop saturés, donc il faut appeler d'autres cabinets médicaux malheureusement, de Vendôme et les alentours. Alors le métier a évolué dans le sens où on est amené à prendre en charge, en soin de plus en plus de patients. Je me souviens d'avoir commencé à avoir des journées à trous, pas faire des journées complètes. Là, aujourd'hui, j'ai des rendez-vous à 3 mois, donc c'est complètement l'inverse. Ce que je peux dire, c'est que depuis 15 ans, mon temps de travail, il va quand même en augmentant régulièrement. Ça manque de médecins, il n'y a que 2 médecins qui sont attitrés ici et j'en connais qui n'ont pas du tout de médecin. Qui n'en trouvent pas. Ça, c'est un gros problème. Mais ça devient très compliqué dans la région. Très compliqué. C'est quasiment un sujet hebdomadaire. Parce que j'ai une amie qui hier était malade et qui, depuis 3 jours, elle appelle tous les médecins et elle n'en trouve pas parce qu'elle n'a plus de médecin traitant. Et elle a fini par appeler le 15 pour une grippe. Voilà. On en est arrivé là depuis très longtemps, hein, dans les années 90, par le plan Juppé qui avait dit à l'époque les dépenses d'assurance maladie étaient importantes. Donc la réflexion était toute simple, à dire si on veut faire moins de dépenses, il faut qu'il y ait moins de médecins. Donc on réduit le nombre de médecins en formation. Moi, dans ma promotion, quand je suis passé en deuxième année, puis après à l'internat de médecine générale,
on n'était que 30 internes de médecine générale sur toute la région Centre-Val de Loire. Et donc, ils se sont rendus compte de ce problème-là, mais le temps de réaugmenter, de réouvrir les vannes, et le temps de former un médecin, parce qu'un médecin, on considère qu'à partir du moment où il rentre à la faculté et le moment où il s'installe, il faut en moyenne entre 13 et 15 ans. C'est quand même un petit peu inquiétant. Hein, le niveau, nous, on est quand même une petite ville. C'est bien qu'il y ait des maisons médicales qui s'installent, mais il faudrait qu'il y ait le personnel adéquat. Voilà. Cabinet médical, bonjour. C'est bien enregistré pour moi le mercredi 10 mai, 8h30, docteur au Maréchal. Mais oui, mais malheureusement, nous, ils ne prennent plus les nouveaux patients pour le moment. Ils sont que 2, donc ils sont saturés. Il faut appeler d'autres cabinets médicaux de Vendôme ou les alentours. Comment on fait? Bah, il faut chercher partout. Bah oui, mais j'ai pas de transport, rien, alors... J'entends bien. C'est compliqué. Oh, c'est stressant. Mais là, on n'a pas d'autre solution, malheureusement. Bonjour, madame. Bonjour, docteur. Ça va aller? Oui, il faut bien. Bon, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ouais. Jusqu'ici, je voyais surtout vos affaires. Ouais. Et puis, je voulais vous montrer aussi le compte-rendu de mon cardiologue, du docteur Raphaël. Venez, on va passer à côté. Je dis des fois, je transpire, un malaise si vous voulez. Ouais. Alors j'essaie de me calmer, d'accord, de rester. Et là, j'en ai eu un dimanche matin. D'accord. Et bon, ben ça c'est désagréable. Mais comme j'ai l'assistante. Oui. Bon, ben, j'ai toujours le bracelet prêt à... Ah, si jamais vous faites pour rappeler. D'accord. Il y a à peu près un mois, je ne me souviens plus, j'ai dû faire un petit tour à l'hôpital. D'accord. Mais on m'a dit que c'était un gros malaise vagal. D'accord. Quand vous avez ces malaises, vous faites quoi? Vous êtes debout, vous êtes assise? Pas forcément. Éventuellement couché. Couché. D'accord. Oui, ou c'est quand je viens de me lever pour aller aux toilettes. Okay. De toute façon, votre pacemaker, il est relié à Tours. Hein. Si jamais il y a un problème au niveau du rythme cardiaque, le cardiologue en est informé tout de suite. Tout à fait. Voilà. Donc après, ça peut être des malaises vagos. Donc, je suis bien suivi. Ouais, on vous surveille. Notre rôle principal de médecin généraliste, c'est toutes les dimensions du patient. C'est pas que du médical. C'est du social, c'est du maintien à domicile. Donc, c'est ça qui est important. Alors, c'est vrai que le cardiologue va très bien faire son travail pour s'occuper du cœur, pour régler le problème, le néphrologue pour le rein. Et moi, je suis là justement pour cette vision globale du patient. Et ce qui est très important, c'est le maintien à domicile, le social, s'il y a des aides, besoin d'aide. C'est vraiment au-delà du purement biomédical pur et dur. C'est bon? Oui, ça peut se Allez, avant que vous vous endormiez. Ça pourrait. Ça pourrait parce que je dors beaucoup. D'accord. Je vous laisse vous relever tout doucement. Il paraît que quand on est âgé, on dort beaucoup. Alors. L'évolution de la profession, elle est un peu en décalage par rapport à l'évolution de la société actuelle. Un médecin de famille qui travaillait sans compter ses heures, qui travaillait la nuit, qui restait disponible le week-end pour ses patients, ça fait très longtemps maintenant que les jeunes médecins, enfin que les médecins n'aspirent plus à ce mode d'exercice. Et c'est pas attractif. Ça n'attire pas. On va dire qu'un médecin, il va articuler sa vie professionnelle avec sa vie personnelle. Et donc, c'est là où c'est un peu différent. Ce changement sociétal des jeunes médecins, on va plus vers le médecin de famille. On va sur une équipe, on va dire une équipe soignante autour du médecin généraliste qui va soigner les patients. Alors, je vais regarder votre ventre. Vous me dites, hein, si je vous fais mal. Dans la partie... Ouais. Il n'y a pas eu de reprise de fièvre, là, depuis que vous êtes sorti Okay. C'est bon, je vous laisse vous relever et vous rhabiller. La solution au problème, c'est un problème d'effectif, tout simplement. C'est purement et simplement un problème d'effectif. Si on compare par rapport à l'Allemagne, le nombre de médecins généralistes en Allemagne est bien moins important qu'en France, mais avec une répartition qui est un peu plus égalitaire sur le territoire. En France, c'est ce qu'on observe, il y a vraiment des zones où il y a presque une surdensité, des zones où c'est vraiment, il n'y a plus personne. La différence avec les Allemands, c'est que les Allemands, un médecin généraliste allemand emploie en moyenne 2,5 personnes autour de lui pour travailler. En France, on a 0,9. Donc,
Ils ont un peu plus, voire autant de patients que nous qui suivent, mais ils ont plus de gens autour d'eux pour pouvoir suivre les patients. Il faut s'inspirer des choses qui fonctionnent. Et après, il y a un problème d'effectifs et peut-être de répartition sur le territoire. Mais ça c'est un problème qui nous échappe. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que quand un étudiant en médecine finit son externat, il va passer son internat, il a le choix, en fonction de son classement, ce qu'il veut faire comme spécialité et où il veut le faire. Il y a toujours ce qu'on appelle une inadéquation entre le nombre d'étudiants et le nombre de postes ouverts. Donc ça veut dire qu'il y a des postes qui ne seront pas pourvus, et les postes qui ne sont pas pourvus, en général, c'est les postes au fin fond de la campagne et pour les spécialités les moins attractives. Et aujourd'hui, malheureusement, les spécialités les plus attractives, c'est les spécialités les plus rémunératrices. Et la médecine générale ne fait pas partie de ça. Là où j'attends, ou tournant un petit peu le gouvernement, c'est de replacer le médecin généraliste au centre du système de soins. Les pouvoirs politiques sont un petit peu sourds et aveugles, parce que tous les voyants sont au rouge depuis 20-30 ans. Tout le monde le dit, les chiffres sont là, ils sont indiscutables. Les besoins en santé augmentent, les besoins en soins, le nombre de médecins diminue. Donc, il n'y a pas besoin d'être grand mathématicien pour faire des règles de 3 et savoir qu'il y aura des besoins qui ne seront pas comblés dans l'état actuel des choses. On a quand même un médecin sur 2 qui est en libéral. Et en ce moment, il y a vraiment une désaffection pour le libéral du fait des difficultés de faire tourner, entre guillemets, un cabinet médical sur un plan entreprise. Si on n'a pas des revalorisations très urgentes, on a vu passer un parachute d'1 milliard sur l'hôpital, c'est une très bonne chose, très largement insuffisante, mais c'est un petit début. Mais je pense que si ces parachutes n'arrivent pas aussi sur le libéral très rapidement, la situation risque de s'aggraver. Je vous en prie, installez-vous. Du coup, je suis le docteur Jean-Baptiste, je suis l'interne du docteur Garot. Je le remplace tous les mercredis jusqu'en novembre. Bien. Alors, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui? Un renouvellement de médicaments. Très bien, je vais prendre votre carte vitale dans ce cas, s'il vous plaît, pour pouvoir ouvrir votre dossier. Je regarde un peu vos antécédents, donc hypertension, du cholestérol. Le mélanome, on en parle toujours ou c'est réglé? Non, c'est réglé. C'est réglé. Oui. Vous êtes appareillé pour l'apnée du sommeil? Vous avez la oui, machine là? Oui, bien sûr. Oui. C'est pas trop chiant? Non, ça va, je me suis habitué. Ça va? Ouais. Au début, c'est bizarre, hein? C'est pas naturel. Hein? Oui. Une fois que j'ai essayé ça, c'est particulier comme sensation. Hein? Non, voilà, je suis habitué. Ok. Et la cigarette, on en parle toujours aussi ou c'est fini? On en parle toujours. Bon. Il faut bien qu'on ait un vice, hein? Parfait. Il n'y a rien de plus à me signaler, sinon tout roule? Ah bah oui, oui. Eh bien, on s'installe derrière. Je vais faire un petit examen clinique. C'est parti. Hop là, vous pouvez vous allonger. Vous avez prévu quoi de beau pour les vacances, pour l'été? Oh ben, je jardine, je bricole. Depuis que j'ai 6 ans, je vais faire médecin. Si je faisais pas médecin, c'est mon expression, je faisais clochard. C'est aussi simple que ça. Je voyais vraiment rien faire d'autre de ma vie à part médecine. C'est pour ça que ça a été dur, ça a été long, il y a eu des pleurs, du sang, de la sueur et tout ce que l'on veut comme liquide biologique. Mais je ne me voyais pas faire autre chose que ça. Parfait. Les jambes, elles sont impeccables. Est-ce que je peux voir votre langue? Faut boire un peu plus d'eau, hein. Vous êtes un peu déshydraté, là. Hein. Oui. Oui. 1,5 litre, hein. Ouais, le thé, le café, ça compte pas, hein? Il me semble que je ne bois pas assez. Je suis d'origine guyanaise, donc du coup, il n'y a pas d'université de médecine en Guyane. Donc moi, évidemment, j'ai dû tout me recréer une vie en métropole, puisque toute ma famille est en Guyane. Si les parents n'ont pas les reins solides, que ce soit d'un point de vue financier, et si on n'a pas, nous, les reins solides d'un point de vue moral, on va pas bien loin en médecine. Même s'il y a des bibliothèques, il y a tout ça, il faut se payer les livres, il faut se payer des cours, il faut être dans les meilleurs. C'est vraiment, c'est des concours. Il faut vraiment être dans les meilleurs à chaque fois. C'est pas juste avoir 10, il faut être le meilleur. Il faut battre les autres. Et c'est pour ça que mentalement, c'est très difficile à tenir, parce que c'est constamment, pendant 10 ans, une compétition à celui qui fait mieux que l'autre. Mais mon travail en lui-même, je l'adore. Je ne me vois pas faire autre chose que cela. Est-ce qu'on a fait le tour pour votre ordonnance? Voilà, oui. Besoin de rien d'autre? Non, non. Magnifique. Je connais le docteur Garot depuis longtemps, mais quand il y a des remplaçants, ça ne me gêne pas du tout. Je trouve ça parfait. Tant mieux. Oui, franchement, vous êtes bien. Vous êtes là
de passage ou moi, c'est 6 mois et après, c'est juste en tant que mon internat. Puis après, je vais m'installer où moi je voudrais. Puis comme je suis guyanais, je vais m'installer en Guyane. D'accord. Voilà. Bien. Eh bien, ravi de vous avoir rencontrés. Ça m'a fait plaisir. Prenez soin de vous. Et puis bon courage avec cette épaule. Janvier, par là, j'ai dû me faire ça au mois de janvier. Ok. Voilà. Mais là, du coup, j'ai pas... Il y a plein de choses que les livres, c'est bien, mais il y a une quantité de choses que j'ai appris qui ne sont pas dans les livres. On peut lire tous les livres que l'on veut, il y a plein de situations, ça ne se passe jamais comme dans un livre. Et moi, j'ai pu constater que là où on développe beaucoup plus nos compétences médicales, c'est au niveau rural. Puisque là, on est beaucoup plus livré à nous-mêmes, c'est beaucoup plus à nous de faire les démarches ou le travail du spécialiste qu'on n'a pas forcément sur place. Et j'ai beaucoup plus appris chez des médecins ruraux que chez des médecins urbains, qui, eux, ont le levier de revenir dans 3 jours, le bilan sont là le lendemain, donc s'il y a quelque chose de grave, c'est pas grave. Si ça va pas pendant la nuit, aller aux urgences, c'est à 10 minutes de la maison. C'est pas le cas ici. Ici, il faut qu'on traite, il faut qu'on soit acteur, enfin, qu'on soit vraiment acteur. On peut pas refiler la patate chaude, comme beaucoup se font, et que ça peut se faire des fois dans les milieux urbains. Et moi, j'adore ça, personnellement. Voilà. Vous pouvez vous allonger, hein, mettez-vous à l'aise. Alors, je vous emprunte le bras droit. Promis, je vous le rends. Il serait utile pour gratter le dos, mais vous en avez peut-être plus besoin que moi. Je ne pensais pas que dans les territoires un peu ruraux, éloignés, on pourrait avoir un cadre de travail aussi bien. Mais je suis dans de meilleures conditions de travail que dans beaucoup de cabinets auxquels j'ai pu travailler dans des grandes villes. La patientèle est tout à fait autre. Il y a vraiment une relation de sympathie qui peut s'installer. Ici, on a encore le temps d'avoir de la bonne pratique médicale. Oui. Le retour du chef. Bah, tout s'est bien passé, oui. Ça s'est bien passé aujourd'hui? Oui, il n'y a pas de grandes difficultés. Il y a juste 2 petits patients, comme ça fait longtemps qu'ils ne sont pas venus, on peut les revoir, mais sinon, moi, il y a tout qui roule. T'as pas été surpris que ce soit toi qui le vois? Non, même pas. Non, Enfin, pas du tout. c'était sympa. Bon, d'accord, bon, très bien. Non, agréable. Tu as profité pour nouveler ses médicaments? C'est ça, il n'y avait rien d'autre. J'ai tout refait, les tensions, tout ça, il n'y avait strictement rien d'autre à modifier. Tout était nominal. Donc, je lui ai quand même prescrit une échographie du membre inférieur, non pas échodoppler, vraiment écho même, avec recherche soit de déchirure musculaire, soit de kyste tendineux. Parce que tu vois, on est là, ici, là. On est sur cette zone-là. Voilà, tu vois, donc il y a la jonction myotendineuse. Hein. Alors, j'ai fait la démarche, effectivement, d'accueillir des internes, parce que je pense que c'est important d'échanger, de partager, puis de transmettre. Hein, c'est vraiment des choses qui me semblent indispensables. Moi, je trouve ça très intéressant, parce que ça nous permet de partager, de nous remettre aussi en cause sur certaines pratiques. Hein. Donc voilà, et puis surtout, nous, on peut leur transmettre quand même pas mal de choses sur lesquelles on a galéré. Et voilà, ça leur fait gagner du temps aussi. Voilà. Et ça les rassure. Alors, dans nos campagnes, si vous voulez, les patients ils poussent un ouf de soulagement lorsqu'arrive un médecin. Donc, ils sont très reconnaissants envers le médecin. Alors après, ce qui peut parfois être un peu problématique, si vous voulez, c'est tout, parce qu'on parle de désert médical, mais il n'y a pas que le désert médical. Il y a le désert public. Hein. Les écoles, le collège, la poste, la boulangerie, il y a beaucoup de choses qui vont avec. Alors, si vous voulez, si on s'installe effectivement dans un village où il n'y a rien, ça semble difficile d'y venir ou d'y rester. Parce qu'on a quand même, lorsqu'on décide de s'installer quelque part, c'est pour y construire sa vie de famille, élever ses enfants et tout ça. Donc voilà, donc ça pose un réel problème. Et c'est surtout ça. Souvent, beaucoup de gens oublient que justement, on a aussi, nous, des vies privées, des vies de famille, qu'on n'est plus corvéables comme avant. Moi aussi, quand j'en aurai, je veux voir mes enfants grandir, je vais pouvoir aller les chercher à l'école comme comme tout le monde. Même si on y met les moyens, même si on pose de l'argent sur la table pour dire au médecin viens, c'est pas ça qui va forcément le faire venir. Il faut d'accord le pognon parce qu'on a fait 10 ans d'études, il faut bien qu'à un moment, nous aussi, on en gagne un petit peu. Mais il faut aussi surtout que ça nous plaise, qu'on ait plaisir à venir travailler, que notre cadre de vie, qu'on puisse s'y installer dans ce fameux village. Si maintenant c'est vraiment le village perdu, personne n'ira jamais. Mais comme toutes les autres professions, pas que le médecin. En contrepartie, on voit de plus en plus de jeunes médecins qui habitent et vivent à 30, 40 km de leur lieu d'exercice, qui aménagent leur temps de travail sur 4 journées dans la semaine, par exemple, avec leurs confrères dans un même cabinet. Et je pense que la tendance sociétale actuelle, avant, à mon époque, le médecin s'installait dans un village pour 35 ou 40 ans. Il n'y avait rien dans le village, il fallait faire 20-30 km pour accéder à un théâtre, à un cinéma.
Et là, les gens peuvent faire 20-30 km pour aller à leur cabinet et en même temps, ils ont le confort de vie d'un lieu où leur conjoint peut trouver un travail en particulier, où leurs enfants peuvent s'épanouir. Bonjour. 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 Vous allez bien? Oui, il vaut mieux regarder cette chaleur. Oui. Ce matin, vous respirez un petit peu plus? Oui. Très On bien. part en vacances vendredi. Ah, super. Vous partez où, monsieur Lefebvre? Dans le Finistère. Bon, belle région. Oui. Bon, puis vous devriez pas avoir trop chaud, normalement. C'est pour ça qu'on part là-bas. Il y a de l'air. Oui, oui. Bon, bah, très bien. Non, je ne suis pas médecin généraliste, je suis infirmière en pratique avancée, mention pathologie chronique stabilisée. Pour faire simple, la pratique avancée, en fait, bon, déjà, c'est élargir les compétences de l'infirmière. Voilà, j'ai la possibilité de réaliser un examen clinique complet et de renouveler des thérapeutiques médicamenteuses du patient. Donc, je travaille avec 4 médecins généralistes donc, dans une maison de santé. Et donc les médecins me confient leurs patients pour le suivi de leur pathologie chronique. Alors, je vais faire des visites à domicile pour renouveler les ordonnances pour leur pathologie chronique ou faire des évaluations gériatriques à domicile, des évaluations du domicile. Voilà. Bon, je vais vous ausculter un petit peu. On va prendre la tension, écouter le cœur comme d'habitude. C'est le médecin qui a proposé que Leslie vienne parce que je pense que le médecin est un peu débordé. Enfin, je Voilà. Hein, il est un peu débordé, il délègue, il fait confiance. Et puis, en fait, il y a une certaine complicité entre les médecins et l'infirmière. Voilà, on travaille en équipe. Voilà. Il me confie des patients. Je trouve que c'est extraordinaire. Extra. Parce que, en fait, par exemple, je lui fais un SMS, elle me répond tout de suite, ou je téléphone. C'est vrai que c'est vraiment super, super. Hein. Vraiment très, très bien. De poursuivre les visites à domicile, je trouve que c'est très important car en effet, les médecins n'ont plus vraiment le temps de le faire. Alors, ils le font encore pour les patients voilà, qui ne peuvent plus se déplacer. Mais ça permet voilà, aux patients de plus s'exprimer, on a plus le temps. Je trouve que c'est important de pouvoir rentrer vraiment dans l'intimité du patient chez lui, voilà, voir comment il est au domicile. Parce que c'est vrai, quand on a le patient en face de nous au cabinet, un patient voilà, qui est en perte d'autonomie, il y a des choses qu'on ne pourra pas voir au cabinet et qu'on pourra voir à la maison. Et on peut créer un lien de confiance important avec eux. Et ben, bonne journée, à bientôt. Merci beaucoup. Merci. Prenez soin de vous. Oui. Au revoir. Asseoir. Est-ce que je peux écouter votre cœur? Bon, ça va, ça chante bien. Bon, oui. On écoute les poumons? Oui. Alors, on va se mettre un petit peu en avant. Vous allez respirer par la bouche. Je vais. Allez-y, respirez par la bouche. Comme ça? Respirez comme ça. Allez-y. Je ne remplace pas les médecins, ça c'est certain. Voilà, on a des compétences en effet élargies, mais on n'est pas des médecins.
Si j'ai un problème vraiment d'ordre médical qui dépasse mes compétences, voilà, je fais appel au médecin voilà, pour qu'il prenne le relais. Je réoriente le patient. C'est une question de cadre encore. Je crois qu'il faut vraiment cadrer les choses et que le principal de ce cadre, c'est la relation entre le médecin et l'IPA, qui doit être une relation de confiance. Il faut que ce soit vraiment un dialogue et ça va prendre du temps. Et je crois que c'est un des fondements du bon fonctionnement de ces IPA qui peuvent rendre des très, très grands services. Je pense qu'il faut que chacun reste à sa place et qu'effectivement, on soulage chaque participant à cette filière de soins des choses qui ne sont pas de sa compétence pure et qui pourraient être faites par d'autres. Oui, qui est leur médecin traitant habituel? Ah bah malheureusement, on ne peut pas les dépanner, on ne prend plus les nouveaux patients. C'était plus facile il y a certainement 40 ans que maintenant. Parce que comme je vous disais, les patients sont plus exigeants, plus anxieux aussi. On nous a demandé de faire de plus en plus de choses, de sortir un peu plus de soins. Tout le monde il a le droit d'être soigné, mais avec la qualité. On sait que les choses ne vont pas s'améliorer avant 7 à 10 ans, de manière sensible. Il faut que le médecin redevienne au centre du soin. Et puis, il faut soulager le médecin dans sa pratique quotidienne, le soulager de toutes les tâches administratives pour qu'il puisse se consacrer au cœur de son métier, le diagnostic. Il a passé des années et des années d'expérience et d'apprentissage pour savoir le faire. Et je pense qu'il ne peut pas déléguer tout ça, mais déléguer des tâches, tout à fait, pour gagner du temps médical.